L'OVNI, bienvenue dans le code. Mehdi, merci. Tu devais être là. Je suis là. Ça me fait plaisir. On va parler bien sûr de ton nouveau projet, Mad Love, qui est ton 3e projet solo. Ouais, c'est ça. Mais sur ce projet, tu dis, je suis dans cette merde depuis 9 jeux. Cette merde étant évidemment le rap. Ouais. Ce foutu rap de merde. que tu aimes trop. Ouais. Comment tu es tombé dedans? Parce que tu es tombé dedans assez jeune, toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'a piqué? Et parce qu'assez vite, tu as commencé finalement à faire des morceaux, à enregistrer des morceaux. Comment ça a commencé, ça? Ça a commencé un peu comme tous les kids qui commençaient à rapper, quoi. C'était dans la cour, au collège, tu vois, avec des potes. Et puis on traînait avec mon ami Ben, avec qui j'ai commencé à rapper, avec qui j'ai fait mon premier groupe, que je salue d'ailleurs. On traînait dans le 13e. Pour ceux qui connaissent, il y a un bâtiment qui s'appelle Les Frigos. Oui. Et ce bâtiment, il nous intriguait toujours parce que c'était tout tagué et tout. Donc, on allait traîner un peu là-bas. Et à un moment, on se balade dans les couloirs et on voit une porte de studio d'enregistrement. Ça s'appelait le studio Aston. On doit être en 2006, 2007. Donc, je suis vraiment très jeune. J'ai 13 ans, un truc comme ça. Ouais. Et on a toqué à la porte, quoi. Comment ça se passe pour venir enregistrer. Le gars nous a regardé un peu bizarre. On devait être 10, tu vois. 10 kids de 13 ans. Bah, c'est simple, les gars, c'est 35 € de l'heure. Voilà, venez quand vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a commencé à enregistrer. Okay. Quoi. Donc, à ce moment-là, quand tu pousses cette porte du studio Aston, vous avez un groupe, vous faites des morceaux, ou genre on fait pas de morceaux, des trucs. On griffonne des trucs, on fait des freestyles dans le parc de Bercy où j'ai grandi, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment, comment dire, c'est pas professionnel du tout, quoi. Oui, bien sûr. Mais quand on commençait à enregistrer en studio, on a vite eu l'idée de faire un petit projet. C'était, on avait gravé ça sur des CD à l'époque. On avait écrit le nom du groupe sur chaque CD. Il s'appelait comment le groupe? Le premier nom de groupe s'appelait Made in Bercy. Oh, ça va. Made in Bercy, et après on s'est appelé Parkman Soul parce qu'on traînait beaucoup dans le parc. Ok. Donc voilà. Il y avait déjà le nom Soul dedans. Ouais. T'avais déjà ça quand même. Ouais. Ok. Et voilà, quoi. Après il y a eu. T'écoutes quoi à cette époque-là, en 2006-2007? T'es le rap français, plutôt rap quinri? Je suis rap quinri en vrai. Ok. À cette époque-là, je me bute à tout ce qui sort sur MTV et tout. Je suis très fan des Neptunes. J'écoute un peu de rap old school aussi, parce que mon grand frère, qui a 11 ans de plus que moi, avait une collection de CD énorme, donc j'avais accès à ça. Donc, et puis c'est les débuts moi en tout cas, c'est les débuts de YouTube, etc. Ouais, 2007, YouTube. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc j'ai aussi accès à... Oui, tu peux regarder un clip de Method Man si tu veux. J'ai toujours eu ce goût d'aller chercher ce qui s'est fait avant, quoi. Donc ouais, je me fais un peu ma petite culture comme ça. J'écoute beaucoup de trucs old school. Et ce qui sort aussi, en vrai, hein, comme je te dis, tout ce qui était produit par les Neptunes. Ouais. Je me souviens de l'album de Snoop, produit par les Neptunes, là, le clip Beautiful, même après Let's Get Blown, truc de ouf, tu vois. Beautiful, c'est sur Paid Da Cost to Be Da Boss. Exactement. Et celui-là, et l'album vraiment produit par les Neptunes, c'est Rhythm and Gangsta. C'est ça. Exactement, putain, l'OVNI. C'est pour ça que tu voulais que tu sois là. et c'est que moi, pour l'anecdote, quand Snoop il commence à bosser avec les Neptunes, je suis en mode vieux con déjà. Alors que je suis pas si vieux que ça, je suis en mode, non, moi je veux qu'il bosse qu'avec Dre. Tu vois, j'avais un peu ce truc-là. Il bossait avant avec No Limit aussi, entre les deux. Alors ça, moi j'ai détesté à l'époque. Alors qu'en vrai, c'est chaud, tu vois, mais j'étais trop con pour comprendre. Moi j'écoutais tard ça, cette période-là, mais. Mais l'album par les Neptunes, il est chambé. Et à l'époque, je le capte pas tant que ça parce que j'avais pas envie qu'ils bossent avec eux. En fait. Bon, bref. Et puis, qu'est-ce que j'écoute aussi? J'écoute beaucoup 50. Je sais que ça doit être vraiment un truc générationnel, parce qu'il y a plein d'interviews de rappeurs de ma génération que je vois. Chaque fois, ils disent 50. Et moi, pour le coup, j'étais vraiment fan, quoi. Genre, j'avais un poster dans ma chambre, tu vois. 50, c'était une sorte de super-héros comme ça, tu vois. C'était le rappeur, quoi. Ouais. Ça, et ça puis, que je sais pas, il y avait un truc, tu vois, sa voix, le fait qu'il avait toujours un petit smile, tu vois, en rappant, et le storytelling des 9 balles. Je sais pas, il y avait un truc... Il y avait un truc qui, en tout cas, moi, qui me fascinait, même dans le son, dans son charisme. Donc, ouais, j'écoutais beaucoup 50. Ok.
Voilà. Moi, et je pense comme beaucoup de personnes, on t'a découvert un peu publiquement à l'époque de Can I Kick It, en fait. Ouais. C'est freestyle, tournée, soirée, monté par l'équipe de Poison Pearl, si je dis pas de bêtises. Donc, Dabaz, entre autres. C'est ça, dédicace Dabaz, qui est en vrai le premier à m'avoir donné ma chance sur scène, dans un truc un peu officiel, quoi. Ouais. Et puis il y avait un vrai engouement autour de ces soirées-là, en fait. Ouais, bien sûr. Puis ça réunissait des anciens et des young gunners, tu vois. C'est vrai qu'il y avait les X-Men et vous, en fait. Il y a eu ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu, je crois qu'il y avait Danny Dan qui était là ce jour-là. Je me souviens qu'il y avait eu une sorte de passe, c'était assez beau à voir, de passage de flambeau comme ça entre, peut-être que j'idéalise le truc, avec avec le passage de flambeau entre Danny Dan et Alpha One qui était monté sur scène pendant le passage de Danny Dan pour rapper avec lui, quoi, son couplet. Ça faisait vraiment ce truc-là de passage de flambeau, quoi. Bien sûr. Mais ouais, c'était un truc de ouf d'être, je sais plus, c'était au Nouveau Casino. Et ouais, en fait, comment ça s'était passé? Dabaz avait partagé un freestyle que Sizer avait filmé de moi et Ichon en train de rapper dans mon quartier à Bercy. On avait filmé ça vraiment à l'ancienne, quoi, posté ça sur YouTube. Dabaz avait partagé en disant c'est cool, et il nous avait contacté en nous parlant de la soirée, quoi. Ouais. Je me souviens d'une interview de Dabaz qu'on a fait sur la BFDR, où il parlait déjà, il disait est-ce que tu connais un jeune groupe qui s'appelle Cool Connection, c'est du rap à l'ancienne mais c'est aussi cool. Enfin, il était genre dans ces nouveaux groupes, comme toi, Cool Connection, donc Jazzy Bass et SO, ce qui deviendra 1995, mais le POS. Donc vous, Bon Gamin, mais comment Bon Gamin ça se crée? Parce que moi je sais qu'Ichon a déjà dit que le Bon Gamin originel, c'est toi. C'est toi qui est à l'origine de ce truc-là. En fait, c'était un nickname, un AKA, tu vois, quand je rappais, avant d'être un groupe. Et comment ça s'est créé? Moi, avant que ça se crée, j'ai beaucoup côtoyé comme tu dis, cette scène donc qu'il y avait à l'époque à Paris avec la Coolco, le POS anciennement en 1995. Donc c'était une période, j'étais au lycée, je crois, 16-17 ans. Je t'ai rappé avec eux, en fait. En fait, j'étais allé sur MySpace à l'époque, j'avais découvert la Cool Connection. Bref, c'est mon grand frère qui m'avait parlé d'eux parce que c'était des potes de la petite sœur d'un pote à lui. Bref, il me dit va check, ils paient un peu comme toi, ils sont dans un délire old school et tout comme toi, machin. Je vais checker. J'écris à Jazzy Bass, je me souviens. Et il me dit ramène-toi. Tous les dimanches, on fait un freestyle. C'était sur le parvis de Montparnasse. J'arrive dimanche comme ça. Moi, j'avais juste rappé avec quelques gars de mon quartier et tout. Je m'étais jamais confronté à beaucoup de rappeurs comme ça. J'arrive, il y a 40 rappeurs. Moi, j'ai 15 ans, tu vois. Et je me souviendrai toujours. C'était déjà en train de rapper quand j'arrive. Il y a un grand cercle comme ça. Le premier gars que je vois rapper, c'est un mec qui s'appelait, je sais pas s'il rappe toujours, et en tout cas, je le salue s'il nous regarde. C'est un gars qui s'appelait L'Étrange. Ouais. Qui faisait partie du groupe 4 Conscience avec SPM et tout. SPM. Et quand j'arrive, tu vois l'expression l'habit fait pas le moine? C'est L'Étrange, tu vois. Et tu te dis pas que c'est un rappeur, le mec. Comment il rappait, c'était un truc de malade. Vraiment. Et je suis là, ok, là, il y a du niveau. Ouais. Et je me souviens que toutes les semaines, en fait, il y avait... Tu y allais tous les dimanches? Chaque semaine, j'écrivais mes textes pour arriver avec des textes chauds, quoi, tu vois. C'était... ça paraît super old school de dire ça, mais c'était comme ça que ça se passait, quoi. C'est pas si vieux que ça, mais c'est pas si vieux que ça, mais c'était comme ça, en tout cas, que ça se passait. C'était une bête de période. Et puis, Bon Gamin, c'est venu juste un peu après. Donc, je dirais plus 2010, 2011. Ouais. J'ai commencé à aller en studio avec Ichon parce que je connaissais son petit frère, en fait, et on faisait souvent des teufs chez les frères Ichon à Montreuil. Ils avaient une bête de baraque et c'était cool pour faire des teufs là-bas. Et ça rappait un peu, tu vois, comme ça pendant les soirées, quoi. Et à un moment, Ichon... je comprends qu'Ichon, il fait du son aussi. Moi, j'allais déjà en studio et on va en studio ensemble, quoi. Ok. Et donc, voilà, on commence à développer cette identité Bon Gamin, mais c'est vraiment informel, quoi. Il doit y avoir quelques traces sur YouTube de sons qu'on enregistrait à l'époque. Je me souviens qu'on avait rappé sur une instru de Slum Village, Climax. Ok. Et puis, ce qui officialise un peu Bon Gamin, on va dire, c'est la rencontre avec Sizer, en fait, tout simplement. Sizer, je dois le rencontrer en 2011. Je suis encore au lycée. Je crois que je passe mon bac à ce moment-là. Et je le rencontre par l'intermédiaire d'un mec qui s'appelle Jay Breeze. Ouais. Que je salue aussi d'ailleurs. Jay Breeze. On est ensemble, mon gars.
En fait, il m'écrit un message, il me dit yo, faut que tu rencontres ce gars, il arrive sur Paris. Enfin, un mec de La Roche-sur-Yon. Il a produit le dernier Joke. Son Joke, je crois que c'était Luther Burger. Ouais, Luther Burger, je crois. Ouais. Et moi, je kiffais grave Joke à l'époque. Et donc, tu m'as dit, pardon, en antenne, que tu avais même fait un morceau avec lui quand tu avais 15-16 ans, je crois. Ouais, j'ai fait un morceau avec lui à 15-16 ans, exactement. C'est fou, ça. En fait, je l'avais rencontré via MySpace, etc., mais par l'intermédiaire de Tequila Tex, en fait. Ouais. Parce que mon grand frère était rédac-chef d'un magazine qui s'appelait Clark Magazine. Okay. Un peu street culture, voilà, musique, tout ça. Et donc, du coup, je pense qu'il avait dû interviewer Tequila Tex, et puis je pense qu'ils sont de la même génération, donc ils devaient se croiser en soirée et tout. Tequila Tex produisait Joke à cette époque-là. Il avait signé chez Stunts. Il avait un label qui s'appelait Stunts, exactement. Ouais. Moi, en plus, je kiffais, quand j'étais plus jeune, TTC, surtout les mixtapes de cuisiniers. Bien sûr, pour les filles. Ouais. Pour les filles, volume 2 est un classique. Ouais, de fou. Quand il rappe sur la prod de Singila, là. C'est incroyable. Il y a même un son où il rappe sur une prod en mode DJ Asso, où il y a DJ Asso qui fait l'intro. C'est légendaire, ça. Grave. Et bref, du coup, je crois qu'il nous met en lien, en fait. Je sais plus vraiment comment ça se fait, mais je propose à Joke un son et il me répond direct. Il me dit ok, vas-y, je book un studio. Il est venu, on avait fait le son, quoi. Ok. Mais du coup, c'est via donc Sizer fait Luther Burger et là. C'est ça. Moi, je connaissais déjà Joke. Jay Breeze me parle de Sizer, du coup, via ce son de Joke qui vient de sortir. Et puis, on se rencontre avec ça. En fait, je l'invite chez moi une après-midi et il me fait écouter des instrus. Et c'était une période où j'étais pas découragé, mais je savais pas si j'avais vraiment envie de continuer. J'avais quelques freestyles comme ça que j'avais enregistrés qui dormaient. Et puis je fais écouter ça et ça, il me dit mais t'es un ouf mec, faut sortir ça. Et il me sort de son sac un appareil photo pour qu'il filme, quoi, pour faire des clips. Il me dit moi je te fais un clip si tu veux. Et je lui ai fait écouter le son Rookie. Exactement. Et il me dit, c'est trop chaud, ça, sur une prod de copine. J'aime trop cette phrase, gros. Ah, j'étais insolent à 18 ans. T'étais insolent de fou, hein. Avec Nemo, on s'est buté sur ce track. Ouais. Et ça fait plaisir, hein. Et du coup, voilà, c'est un peu Size, en fait, qui me remotive. Et je lui fais rencontrer Ichon et on commence à se capter de plus en plus, à faire des trucs ensemble. Et la première pièce de cette association, c'était un projet commun de moi et Sizer, sorti en 2012, qui s'appelait Pure. Donc on avait fait des CD, il n'y avait pas encore les plateformes, etc. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça un peu que ça s'est monté. On parle de Bon Gamin, et on va quand même rentrer un peu dans ce nouvel album, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Bon Gamin, on va dire que c'était un peu vous trois, avec d'autres personnes, j'ai mis autour, comme Jeune Elfie, qui était quand même dans cette équipe-là, même Wally, qui était pas loin, en fait, j'ai l'impression, à un moment. Mais c'est vrai que c'était quand même Sizer, Ichon, Lovni. C'était que j'ai pas envie de parler au passé. Mais vous avez un peu, d'ailleurs, on en avait parlé aussi ici avec Sizer, vos chemins. Sizer, maintenant, aussi, trace sa carrière même d'artiste, de rappeur. Ouais, à fond. D'ailleurs, au moment où on enregistre un morceau qui sort cette semaine. Il vient de sortir un son, il a sorti un son il y a quelques semaines sur une instru de Mobb Deep. J'ai dit, putain, ça, c'est mon gars. Il a envoyé direct, j'ai fait, c'est trop chaud, ça. En 2024, tu vois. Respect, Sizer. Exactement. Ichon qui continue aussi, on va dire sa carrière avec parfois même des relents plus pop, plus chansons, tout en restant un rappeur. Toi qui es dans ta ligne, et je trouve que là, sur ce projet-là, t'invites Ichon, et j'ai l'impression que t'as voulu ramener le Ichon méchant, le Ichon vulgaire, le Ichon qui dit nique ta mère, en fait, qui le dit un peu moins sur sa musique. Je sais pas si c'est comme ça que vous faites quand vous êtes ensemble, mais j'ai eu le sentiment que tu voulais le ramener aussi. En fait, Ichon était pas sur mon projet d'avant. Il y avait Sizer qui y était sur quelques prods et puis sur un morceau. D'ailleurs, vous êtes tous les deux sur le dernier projet de Sizer aussi. Exactement. Et en fait, Ichon était pas sur le dernier, et le morceau avec Ichon qui s'appelle NTM, du coup, c'était pas un morceau prévu dans le projet, mais en fait, je me suis dit, j'avais écrit un couplet comme ça. J'arrive chez Daiko, avec qui j'ai bossé le projet. Il me fait écouter une prod, j'avais un texte, je commence à rapper, et en fait, j'avais ce truc-là, si tu ne sais pas rapper, s'il te plaît, ne rappe pas. Et je me suis dit, qui d'autre je peux inviter en feat que mon gars, quoi, qui était pas sur mon projet d'avant, sur In Love. Et je me suis dit, ça va peut-être lui faire du bien de lâcher un peu des trucs, de rapper, quoi, tu vois. Et en fait, je lui ai envoyé, il m'a envoyé le lendemain, son couplet. Donc ça veut dire que ça lui a fait du bien. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, j'avais besoin de ça. Donc, et ça fait trop plaisir d'avoir un morceau avec lui, comme ça, quoi, comme à l'ancienne.
Ouais. Comment tu vois le statut un peu d'une nuit avec un bon gamin aujourd'hui? Parce que tu l'as dit, effectivement, t'as pas pété tous les scores à l'époque, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé à sa sortie, que j'aime toujours aujourd'hui. T'as sorti des vinyles il y a pas longtemps. Je sais plus combien d'exemplaires t'en as sorti, mais en tout cas, ils ont été sold out très vite. Et tu sens pour des gens, en fait, c'est quand même devenu un projet. Je sais pas pour combien de gens, mais il y a quand même des gens. C'est ça reste à une petite échelle, mais en tout cas, c'est important. Moi, je vois même dès que je fais, tu vois, un post ou une story à propos de ce projet-là, c'est là où ça marche. J'ai à chaque fois beaucoup plus de réactions que sur d'autres choses, tu vois. J'ai sorti, comme tu dis, les vinyles pour les 5 ans du projet. Mon nouveau label distributeur qui est Jeune à Jamais, avec qui j'ai fait ce projet de faire des vinyles, voulait en faire 2 fois plus. Moi, j'étais là. Non, je préfère que ça soit sold out au moins, mais genre, j'y croyais pas que ça allait partir aussi vite. En 2 heures, je les ai vendus, tu vois. C'était un truc, même si c'est pas beaucoup, je me suis dit, en fait, ce projet, il veut dire quelque chose pour les gens, quoi. Et puis, après, voilà, c'est mon premier projet, tu vois, même moi, en tant qu'auditeur, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes où il y a toujours un truc en moi où je kiffe le premier projet, début, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un truc comme ça un peu d'innocence dans la musique, tu vois, qui fait que c'est un peu, que ça, je sais pas, que ça marche et que ça, il y a peut-être un truc un peu nostalgique maintenant, même si c'était qu'il y a 5 ans. Ouais. Puis je pense aussi, il y a une forme, quand on est auditeur, on est peut-être plus indulgent avec les premiers projets. Parce que tu te prends alors on te connaissait déjà, mais tu te prends le style d'un rappeur et tout. S'il fait la même chose sur le deuxième projet, t'es en mode, tu sais, c'est plus, je trouve le premier projet, Ouais, c'est ça. Moi, je kiffe souvent les premiers projets de rappeurs. Franchement. Donc, je comprends, en fait, que les gens aiment ce projet, tu vois. Mais c'est ouf, même encore aujourd'hui, je crois que dans ce que je sors, c'est encore les morceaux tous les mois qui streament le plus, tu vois. Certains morceaux comme Relance, par exemple, qui étaient passés d'ailleurs à l'époque, avant que je sorte le projet, sur Nova. Enfin, c'était quand même un truc de ouf, quoi. J'avais pas d'attaché de presse, pas de, tu vois. C'était, il avait été super bien accueilli, quoi. Ouais. Si on rentre un peu dans t'as cité le nom de Daiko. Ouais. Vous avez produit l'album à 2, c'est ce que tu m'expliquais. Et c'est intéressant parce que Une nuit avec un bon gamin, c'était un projet assez court, assez ramassé. Donc, t'avais une couleur directement, je trouve. Donc, même s'il y avait différents producteurs. In Love, ça ressemblait, on en parle aussi en antenne. C'est un projet que j'ai aimé, que j'ai écouté, mais qui ressemblait peut-être plus à une compilation de l'OVNI, tu sais, avec c'était assez long, ça allait dans plein de directions différentes. Là, je trouve que sur ce projet-là, il y a vraiment une couleur très claire. Ce qui t'empêche pas d'aller sur... Il y a des choses un peu plus R&B, il y a des choses un peu plus sudistes. Enfin, moi, j'ai fatalement pensé parfois à UGK, à des choses comme ça, en écoutant ta musique. Aussi californienne, bien sûr. Enfin, il y a un peu un truc, je sais pas dans quelle mesure toi... parce que maintenant, c'est un peu, tu sais, tu parlais de Dom Kennedy, je pense que maintenant, le roi de la musique de Ride en Soleil, c'est Larry June. Maintenant, bien sûr. Je sais pas si tu te butes aussi à lui, mais en tout cas, on retrouve ça sur cet album-là. Vraiment, cette espèce de balade, quoi. Tu vois, c'est un peu... Et... avec une vraie, tu sais, avec un son qui est, je trouve, chaud, qui est très soulful. Je sais que t'aimes cette musique-là. Tu cites Curtis Mayfield. Enfin, ça fait vraiment partie de ton ADN. Comment vous avez créé ça à 2? Est-ce que lui aussi, il est là-dedans à la base? Comment vous avez construit, je trouve, ce tableau musical qui est super radical, je trouve, sur cet album? Comment on a construit ça, en fait? À la base, Daiko, on se connaît pas. Et il contacte Nancy Khadra, avec qui j'avais fait un morceau sur Où tu veux, quand tu veux. Nancy, on commençait à traîner ensemble, à faire de la musique ensemble. Il le contacte, il lui envoie des prods, elle me dit t'en penses quoi et tout. J'écoute, je dis putain, c'est chaud. Et genre vraiment comme tu dis, des prods soulful comme ça, tu vois, il y a de la vraie basse et tout. J'ai ok, on l'attrape direct, quoi. Et on y va, on fait une première session. Et en fait, moi, je le recapte tout seul après, et on commence à faire quelques morceaux. Et moi, vraiment, après In Love, je savais pas avec quoi arriver. Les personnes avec qui j'ai bossé In Love de manière décousue, ce qui a donné sûrement un peu un résultat comme ça, tu vois. C'est un album que j'aime bien aussi, mais je trouve comme on se disait à Horten, c'est pas un album qui se tient de A à Z, quoi. Il y a des bons morceaux, bref, je savais pas avec qui rebondir, tu vois. Et du coup, je commence à bosser avec Daiko. On fait 1, 2, 3 morceaux. Il y a mon pote Big Jeff qui est présent sur le projet, sur quelques morceaux aussi, qui vient, on commence à faire des morceaux et je recommence à être content et à avoir des sons que je kiffe et qui sont plus dans, comment dire, avant,
je bossais avec des producteurs et c'est bien sûr que je mettais ma vision, mais c'était plus les producteurs qui m'amenaient vers quelque chose. Là, dans la manière où j'ai bossé avec Daiko, vraiment, on faisait chaque morceau de A à Z, les prods, le texte. Je sais pas, je pouvais lui dire, vas-y, il joue de tous les instruments, tu vois, Daiko, donc il pouvait prendre sa guitare et mettre des petits accords de guitare un peu à la UGK, justement. Donc c'était super plaisant de pouvoir construire des morceaux comme ça, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'est née cette construction-là, en fait, en faisant des morceaux. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il y a un album là. Et est-ce que tu avais finalement besoin de retrouver un peu l'atmosphère de groupe, de bon gamin quelque part, avec producteur, avec un autre rappeur, Big J, enfin, comme si finalement il fallait que tu te remettes dans cette config là, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a manqué sur In Love quelque part, où j'ai commencé à le faire juste après Une nuit avec un bon gamin. Mais je te dis, il y avait moins l'effervescence de groupe et tout. Et puis je l'ai fait entre Paris et Bruxelles. Enfin, du coup, je pense que ça me manquait, ça, clairement. Tu vois, c'est pas un projet que j'ai défendu beaucoup, In Love. Je crois pas que j'ai même fait trop de médias et tout. J'ai pas fait de concert parce que c'était le Covid. Je me sentais pas dans un truc effervescent, quoi. Tu vois. Ouais. Là, c'est sûr que pour le coup de bosser avec Jeff, de bosser avec Nancy, qui était souvent là en studio avec moi, avec Daiko, de bosser dans la même pièce comme ça, ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé un peu le truc de, comme tu dis, de groupe, et je crois que je kiffe fonctionner comme ça. On parlait des références aussi, d'aller puiser dans différents sous-genres du rap américain. Il y a quelques temps, à ta place, il y avait Sid Seed, avec qui vous avez collaboré aussi, Sid Seed. Un bête de morceaux. Et lui, moi j'adore Sid. On est souvent en désaccord sur plein de choses sur le rap. Pour le coup, tu parlais de radical. Lui, c'est un vrai gars radical. Mais c'est ça que j'adore, c'est ça qui est génial chez lui. Mais il disait, et tu vas voir où je vais en venir, il disait, oui, pour lui, il faut arrêter de parler de Big et Tupac. Tupac. Moi, je cite beaucoup Tupac dans l'album. Il influence personne dans la musique d'aujourd'hui. Et moi, je suis pas complètement d'accord avec ça, et c'est ce que je lui disais. Mais toi, justement, tu cites Tupac à plusieurs reprises, notamment sur un morceau qui s'appelle Eye Contact, que tu dédies à Tupac, carrément. Et c'est intéressant parce que, bon, Tupac, évidemment, il a pas besoin de nous pour que son nom continue à vivre, mais je trouve que parfois, quand on parle de lui, tu sais, les détracteurs, en tout cas, vont dire, c'était pas un si bon rappeur que ça, il était pas technique, tu sais, bref. Alors que pour moi, le débat, il est un peu ailleurs sur Tupac. C'est aussi ce qu'il incarne, ce qu'il transmet comme émotion, etc. Qu'est-ce qu'il représente pour toi et pourquoi tu en parles aussi régulièrement sur cet album-là? Moi, je peux comprendre ce que dit Sid, mais surtout, en fait, c'est surtout comment l'image de Tupac, elle a été bousillée, on va dire, tu vois, c'est un peu devenu comme, je sais pas, les mauvais posters de Bob Marley ou de Kurt Cobain. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Je peux comprendre le côté un peu relou et même presque ringard, en fait, tu vois, peut-être de citer Tupac aujourd'hui, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, les jeunes je crois quand même, aux States, ça reste quand même une figure, tu vois. Bien sûr. Je me souviens qu'il y avait eu d'ailleurs une vidéo de Lil Yachty à l'époque où ils écoutaient un son de Tupac comme ça, un peu en rigolant. Ça avait fait un peu un scandale. Il y avait les anciens qui étaient montés au créneau. Genre. Mais regarde Drake dans le Clash. Il a fait un morceau, tu vois. C'est que ça reste quand même une figure. Bien sûr, évidemment. Moi, ce qui représente pour moi, je suis pas de la génération Tupac en soi, tu vois. Ça reste. Il est mort en 96. Je suis né en 93, tu vois. Donc, mais comme je te disais, j'avais accès à des morceaux old school via mon grand frère. Et j'ai très vite écouté Tupac. Et je sais qu'encore aujourd'hui, je sais pas comment l'expliquer, ça me fait un truc quand j'écoute un morceau de Tupac, tu vois, un truc que ça me fait pas avec d'autres rappeurs. La voix. C'est un truc que je ferais écouter à mon gosse, tu vois, si j'ai un gosse. Je sais pas, il y a un truc. Il y a au-delà de la technique, au-delà même parce qu'il y a eu plusieurs périodes de Tupac, hein. Il y a la période un peu plus militante, il y a le côté aussi player, moi que je kiffe, tu vois, chez Tupac, le côté gangster à la fin de sa carrière, tu vois. Si j'ai pas, il représente, et puis tout ce qu'il a fait en si peu de temps, il est mort à, je crois, 25 ans, un truc comme ça, c'est un truc de malade, tu vois. Je veux dire, moi j'ai 31 ans aujourd'hui. Faut pas se comparer à Tupac. Non, mais ça c'est clair. On va perdre. Le mec, il est sorti avec Madonna, quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. Mais ouais, en tout cas, autre référence à Tupac qu'il y a dans mon projet, et ça c'est mon morceau préféré de Tupac, je crois. J'ai toujours du mal à choisir, mais j'ai aussi repris les accords, ça va être l'instant geek, hein. Les accords du morceau I Get Around. Ah, Get Around, j'adore cet album. Il y a des accords de piano qui sont joués par Shock G. Ouais.
Rest in Peace Shock G de Digital Underground, qui est un groupe que j'adore. Et du coup, voilà, il y a pas que il y a la référence dans le texte, c'est aussi, tu vois, j'ai repris des choses dans le son. Agaron, c'est un bête de morceau de Player, hein. Le clip et tout. J'adore, je crois que c'est un de mes morceaux de rap préférés. En tout cas, l'instru. Pourtant, c'est super old school, tu vois. C'est vieux, mais je trouve que ça sonne, quand je mixe, par exemple, c'est un morceau que je peux mettre encore, tu vois. Ouais. Est-ce que tu parles à un moment, tu dis que t'es en train d'être en décalage, d'appartenir à la mauvaise époque. Ouais, une autre époque en tout cas, ouais, c'est vrai. Une autre époque. On a l'impression en tout cas que toi, les 90s que t'as connus mais t'étais gamin, que c'est un peu une période qui te fascine. Même dans les saps, tu vois, même comment t'es sapé aujourd'hui, etc. On a l'impression que, tu vois, même tout ce que tu cites, les sons que tu fais, ils sonnent comme ça doit sonner en 2024, mais je vois là où même quand tu cites Tommy Wright à un moment. Ouais. Déjà, faut le citer, Tommy Wright. Mais tu vois, c'est déjà une prouesse en soi de citer, de l'écouter, de le connaître. Parce qu'en France, malheureusement, il est assez peu connu. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une époque qui te manque, que t'as connu, mais vaguement. Parce que quand on est gamin, connu vaguement, au final, voilà, moi, c'est pas rien. Je suis de 86. Donc, je les ai connus quand même, les années 90. Mais je veux dire, des fois, je suis un peu comme ça. Moi aussi, je me dis, j'aurais kiffé avoir 30 piges dans les 90s. Ouais. Mais bon, malheureusement, c'est impossible. Est-ce que t'as un peu ce truc-là, avec cette période-là? Ou peut-être avec les années 70, hein, peut-être que c'est peut-être plus ça. En fait, au niveau de la musique, il y a plein d'époques que j'aurais kiffé connaître, hein. Mais dans les saps et tout, c'est vrai que j'ai toujours kiffé. Même c'est ce que, je sais pas. Je pense que c'est mon imaginaire d'enfant. Tu vois ce que je voyais à la télé à l'époque, etc. Et puis. Maintenant, je suis un digger, donc. Mais j'ai pas l'impression. Je sais pas si ça aurait été mieux à cette époque ou quoi, tu vois. Mais en tout cas, regarde, j'écoute beaucoup d'artistes des 90s. Les artistes des 90s, ils samplaient, ils avaient comme référence des artistes des 80s, des 70s, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu la même chose pour moi, en fait, tu vois. Mes références, elles sont de ce que j'écoutais avant. Je pense que c'est juste le cours des choses quand t'aimes la musique. Tu vois, je pense qu'un gars comme Dre, par exemple, il devait écouter, je sais pas, Parliament, George Clinton, tu vois. Ils écoutaient pas que ce qui se faisait à l'époque, quoi. Moi, c'est pareil. Et puis j'écoute même d'autres choses, tu vois. Je suis un gros kiffeur de house, par exemple, de funk, de trucs des 70s. Ouais, je sais pas. Mes références, c'est sûr que c'est des trucs old school, tu vois. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça que je me nourris. Est-ce que malgré tout, tu te retrouves encore dans le rap qui sort? Est-ce que tu te butes ou tu te butes moins qu'avant, t'écoutes moins toutes les sorties qu'à une époque? J'écoute clairement pas toutes les sorties parce que comment dire? Parce que j'ai pas le temps, il y a trop de trucs qui sortent, tu vois. Il y a vraiment trop de trucs qui sortent. Par contre, cette dernière année, j'ai recommencé un peu à écouter des projets qui sortent. Il y a plein de trucs que j'ai kiffé. Je pense par exemple au projet de Jossman qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai grave kiffé. Le projet de Chrissy aussi, on en parlait. On parlait de La Fève tout à l'heure que j'ai écouté, tu vois. Il y a même des gars plus jeunes que je kiffe, auxquels je me suis un peu intéressé. J'ai un petit frère de 22 ans, donc c'est pas mal pour avoir les, tu vois. Mais là, alors c'est intéressant, parce que là tu cites des rappeurs français. Et tu es dur avec le rap français. Tu dis. Quand je dis j'ai recommencé à écouter des trucs de rap français. Parce que tu dis nique le rap français, il y a rien d'excitant, je trouve ça déprimant. Tu vois, c'est faux au final, parce qu'il y a quand même des trucs qui. Mais quand même, ça raconte un truc. C'est même indépendamment de ça, moi je me pose la question, est-ce que plus largement, ce que tu dis aussi sur Moodswing, je suis pas un rappeur de l'industrie, alors on peut aimer le rap français et ne pas aimer l'industrie, c'est deux choses différentes, mais est-ce que t'as le sentiment toi en tant que rappeur, parce que tu sais. Comment dire, j'ai reçu ici Gros Mots il y a pas longtemps, Samir Hamad. Vous faites pas tous la même musique, bien sûr, mais vous avez quelque chose en commun, c'est que il y a des gens qui vous aiment très très fort, pour qui vous avez sorti des classiques, et à côté de ça, les chiffres vont pas forcément suivre. Au moment où on se parle, ça peut changer évidemment. Bien sûr, etc. Avec ce fameux truc de sous-côté, tu vois, avec ce fameux terme qui peut revenir ou pas. Et ça peut être frustrant, je pense, pour un artiste. Je suis pas artiste, mais tu sais, que des gens, même si c'est 100 personnes, ou 1000 ou 10 000 te disent c'est trop fort, c'est génial, je me bute à ça tous les jours, mais que ça suive pas forcément. Est-ce que ça, c'est une frustration que tu peux avoir vis-à-vis du milieu rap français? Est-ce que parfois, en plus, comme toi, je pense que tu te butes beaucoup aux États-Unis, tu peux dire, moi, je te vois un peu comme un Currency, comme des artistes comme ça, avec moins productifs qu'eux. Parce qu'ils sont très productifs. C'est clair. Donc c'est vrai qu'ils charbonnent, mais c'est clair. Des Larry June, etc. Il y a une scène là-bas,
aux States, ce qui est un pays gigantesque. En France, il y a des gens qui font cette musique-là, mais c'est vrai que c'est souvent niché parce que le rap français mainstream ne ressemble pas à ça, et que là-bas, t'as pas besoin d'être mainstream pour que ça marche, tu vois. Tu peux tourner dans le monde entier en faisant une musique spé. Est-ce que t'as cette frustration-là par rapport au rap français qui peut-être te donne pas les fleurs que t'aimerais, ou tu es complètement... Franchement, non, j'ai pas de frustration avec ça, dans le sens où, tu sais, quand on a commencé, on parlait de l'époque tout à l'heure, on a commencé, moi, je me suis jamais dit que ça marcherait. Je me suis, tu vois, même tu vois, au début de SoundCloud, par exemple, donc avant les plateformes, je faisais des morceaux dans ma chambre, j'ai enregistré sur GarageBand, il y avait un truc pour mettre direct le morceau sur SoundCloud, tu vois, genre, je mixais pas le truc, enfin, j'avais pas une démarche comme ça où je me disais, je vais pouvoir, c'était un peu même la crise du disque avant l'arrivée du streaming, tu vois, donc, j'ai pas de frustration vis-à-vis de ça. Après, dans ce que propose le rap français mainstream, je me reconnais pas là-dedans. Je me reconnais par contre peut-être dans une nouvelle scène qui arrive et qui arrive à être quelque part presque mainstream, tu vois, on parlait de la FEF tout à l'heure, ou même, je parlais même de Frisk Orleans, par exemple, c'était hyper underground, il y a pas encore si longtemps que ça, tu vois. Et il arrive à un succès commercial. Une nuit avec un bon gamin, c'est 2019. Project Bluebeam, c'est 2018. C'est cette époque-là, tu vois. Et c'était underground en vrai à ce moment-là. Donc, je veux dire, il y a quand même des passerelles, surtout aujourd'hui, où tu peux, si tu travailles bien, que t'es bien entouré, t'as une bonne équipe autour de toi et que t'es déter et productif, tu peux quand même y arriver. Et puis après, il y a toujours une part de, je sais pas, de chance de faire le truc au bon moment. Que moi, j'ai peut-être pas eu encore, tu vois. Ça peut encore changer. Mais j'ai pas de frustration par rapport à ça parce que ça n'a jamais été l'objectif, tu vois. Bien sûr que j'aimerais que ma musique, elle tourne peut-être parfois un peu plus, etc. Mais je suis aussi conscient de ce que je fais et de comment je le fais. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire de la musique, de tourner, même si c'est dans des petites salles, de continuer à me produire sur scène. Tu vois, là, je prépare un concert à la Maroquinerie le 16 juin. Je fais ça avec des musiciens pour la première fois. C'est pas un full band, mais en fait, j'ai envie de faire de la musique, tu vois. Donc, je peux pas être frustré par rapport à ça. J'ai déjà de la chance d'être là. Il y a quand même des gens que j'ai rencontrés ces dernières années. Même en arrivant à Bruxelles, je suis dans un autre pays, une autre ville. Des gens que je rencontre qui me disent « Ah, putain, Lovni, genre, on t'écoute depuis qu'on est petit. » Il y a des gens qui m'ont dit « Tu nous as donné envie de faire de la musique, tu vois. » Donc, je peux pas être frustré. Je suis toujours là après tant d'années. Ma musique, peut-être qu'elle est pas, comment dire, elle est pas écoutée à une super grande échelle, mais elle est écoutée par des gens et maintenant il faut aller défendre le prochain projet le mieux possible, tu vois. À quoi bon faire du rap, mais j'aime trop cette merde. Ouais, c'est ça en fait. Faire du rap, mais j'aime trop cette merde. Ouais, j'aime trop cette merde, mec. Ouais. C'est plus fort que moi. Hein. Ouais. C'est plus fort que moi. On est piqué par ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont dit ça. T'as souvent ça te rattrape. Je me souviens d'une interview d'Al Capote que t'avais faite. Ah oui. Qui est légendaire d'ailleurs, cette interview. Où il disait, je sais plus comment il le dit, tu vois, mais il dit, je déteste le rap, mais j'aime trop ça en même temps, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai un peu, je pense, le même rapport avec ça, quoi. Est-ce qu'on peut un jour imaginer un nouveau projet Bon Gamin ou tu penses que c'est derrière vous? Eh ben, figure-toi que Size a pris les devants il y a pas longtemps pour qu'on se réunisse déjà et qu'on recommence à faire des morceaux. Un projet, c'est... Comment dire, c'est... Moi, je kifferais, hein. Mais je sais ce que c'est de faire un projet, de faire un projet avec Bon Gamin, tu vois. Mais peut-être qu'on peut se retrouver un moment, voilà, pendant 2-3 semaines, quelque part. Date, au moins. Ouais, là, ça serait... Je vois qu'il y a Sizer qui revient avec une mixtape bientôt, là. Ouais. Sizer, ça fait très longtemps qu'on s'est pas capté. On s'est vu à l'Olympia de Dijon, il y a quelques mois. On est toujours en bon terme, hein, mais ouais, faudrait qu'on se capte et qu'on fasse du son ensemble. Ça, c'est sûr. Je pense que ça pourrait être un bête de truc. Ouais, hein. Puis parce que tu fais encore des morceaux avec Ichon. Ouais, c'est ça. Ça marche, en fait. Je veux dire, c'est ça. C'est pas comme si vous... C'est ça, même, tu vois, moi, c'est pas forcément le morceau que je préfère de ce qu'on a fait ensemble, mais un morceau comme Noir ou Blanc qui est sorti sur le projet Dichon. T'aimes pas Noir ou Blanc? C'est pas que j'aime pas. C'est un bon morceau. C'est un bon morceau, mais c'est pas... Je vais employer une formule à la Mehdi Maizi, c'est pas ce que j'écoute le plus, tu vois. Mais ça, c'est objectivement un bon morceau, tu vois. C'est un bête de morceau. Mais genre, putain, ça a marché, quoi, tu vois. Genre, ça a marché par rapport aux chiffres que je fais moi d'habitude. C'est un truc qui a
Donc ouais, clairement, il y a un truc, même quand on est sur scène ensemble, Ichon, il vient toujours à mes concerts, je viens au sien. La dernière fois, pendant son Olympia, il y a toujours un truc, tu vois. Et surtout, je pense pour la scène, je pense que c'est pas la même chose quand je fais un concert solo et qu'Ichon fait un concert solo. Ichon, c'est une bête de scène, hein, attention. Moi, je kiffe ça aussi, mais quand on est tous les deux sur scène, je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, ouais. Je voulais qu'on parle d'un sujet important, c'est l'amour. Ouais. Parce que déjà le projet s'appelle Mad Love, alors pour l'OVNI, mais love, pour le love, évidemment. Et on comprend, sans vouloir, rentrer dans ta vie privée, mais que t'as l'air d'être amoureux, heureux en tout cas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, qui est nouveau dans ta musique, en tout cas, peut-être pas dans ta vie, mais dans ta musique. Et t'en parles. Est-ce que t'as l'impression que c'est aussi finalement ça décuple l'inspiration pour toi, ce qui est pas généralement ce qu'on aime dire des artistes. On aime que les artistes soient malheureux, en déprime totale, pour faire de la bonne musique, quoi. C'est clair. Moi, ça a pu m'arriver d'être malheureux à des moments enfin pas malheureux, mais d'être un peu vénère. Je me souviens que Le Piège, par exemple, c'était un morceau, j'étais vénère ce jour-là. Je suis né en 93. Ça donnait quand même un bon truc, tu vois. Mais moi, je suis né en 93, dans le 93, ouais. C'est une rime. Une rime très technique. Une rime très technique, mais des fois, c'est pas, tu vois. Pour moi, souvent, tu sais, quand je parle, pardon, je fais un aparté, mais quand je parle de rap avec les gens, il y a la technique. Tu sais, maintenant, j'ai l'impression que on parle beaucoup de technique, etc. Mais parfois, il y a l'incarnation, il y a le rythme. Tu vois, genre, je suis né en 93, dans le 93, dit comme ça, mais la manière dont tu le dis dans le morceau, frère, c'est une punchline pour moi. Tu vois, non, mais tu vois, il y a des rappeurs comme ça Tupac, par exemple, c'est exactement l'exemple. Je trouve que c'est un mec qui est pas c'est pas Big L dans la technique. Mais gros, c'est la manière de le delivery. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, en fait, c'est clair. Le rap, quoi. C'est clair, c'est clair. Et revenons. Oui, Le Piège était vénère. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu dérivé, mais en tout cas, oui, tu vois, le premier morceau que j'ai fait sur Mad Love, c'est un morceau qui s'appelle Slow Jam, et c'est au moment où je démarrais une nouvelle relation amoureuse, avec Nancy Khadra, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ouais, j'étais grave inspiré, quoi. Je pense que ça s'entend sur le morceau. Et puis, ce qui m'a amené aussi à parler d'amour, je l'ai toujours un peu fait sur les projets, tu vois, dans Une nuit avec un bon gamin, il y a Stop Encore qui parlait un peu de ça. Mais je trouve que c'est plus de séduction. Ouais. J'ai l'impression que d'amour. C'est pas forcément incompatible, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément Une nuit avec un bon gamin. On est en soirée. Non, bien sûr. Il y avait plus ce côté-là, séduction, player et tout, clairement. Là, je pense que c'est aussi la musique qui m'a amené à ça. Comme tu dis, l'album a une couleur assez soulful, parfois même R&B sur des morceaux, tu vois. Et puis comment dire, non, tu vois, même sur In Love, d'ailleurs In Love, ça c'était pour parler d'amour aussi, mais c'était aussi un anagramme de l'OVNI, tu vois. C'est toujours un rapport avec mon blaze, et sur In Love, il y a le morceau Où tu veux, quand tu veux, qui était déjà un peu dans ce truc-là mais t'as raison, peut-être plus dans séduction. Je sais pas ce qui m'a amené à ça, je pense que c'est ma vie personnelle. Ta vie perso, je pense. Et puis t'as peut-être moins envie de raconter avec Nancy, tu vois, sur les morceaux. Ouais, c'est clair que tu peux pas jouer le payeur, c'est en studio avec toi. Tu peux plus dire n'importe quoi. C'est clair. Mais non, mais parce que je trouve pour moi c'est une évolution. Ouais, puis même aussi tu vois, parler aussi d'autres choses, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Au final. Moi, à la base, je pense que j'écoute ta musique plus aussi pour le côté, tu sais, le style que tu veux envoyer, les phases, etc. Ouais. Et je trouve que sur cet album-là, il y a toujours ça. C'est important pour toi, je pense, d'avoir du style quand tu rappes, etc. Mais aussi, ce qui me semble peut-être un peu plus nouveau, c'est que tu fais tomber un peu plus le masque que dans le passé. C'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est peut-être un peu plus personnel. Notamment sur... Il y a un sujet qui me semble important, c'est une espèce de recherche de la vérité. Tu dis beaucoup, je veux être vrai, je peux pas faire semblant. Tu sais, je sais pas si tu t'en es rendu compte, si tu l'as intellectualisé justement, mais quand on écoute l'album, c'est presque le fil rouge, c'est arrêter de mentir, ou en tout cas arrêter de faire semblant et être vrai. Aussi bien quand tu parles à la personne que tu aimes, que quand tu parles à ton public, que quand tu parles du rap. Enfin, que c'est peut-être avec le temps, tu veux pas mentir en fait. Ou peut-être que tu as menti dans le passé, j'en sais rien, mais tu veux vraiment être authentique. J'ai ce sentiment-là que c'est un des propos forts de l'album aussi. Ouais, je pense que déjà ça a toujours été
un peu ce qu'on revendiquait, tu vois, de pas parler de choses qu'on connaît pas et tout. Après, le rap, c'est aussi, de manière générale, tu vois, quand je dis les rappeurs sont des mythomanes dans Mood Swing, j'en fais partie, tu vois, tous les rappeurs à un moment, enfin, ça fait partie du show aussi, rêve. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, tu citais John LC tout à l'heure. Ouais. Lui, il a ce truc-là de réalité rap, tu vois. Ouais. Et c'est en discutant avec lui quand j'étais plus jeune, c'est lui un peu qui m'a amené vers ce truc-là, de dire, hey, tu sais, tu peux parle de tes trucs, tu vois. Et je pense que sur ce projet-là, j'ai un peu plus réussi à le faire. Alors, on va pas rentrer, comme tu dis, dans les clichés de dire c'est l'album de la maturité, etc. Non, tu vois. On en est pas là non plus, mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, maturité, je sais pas, mais il y a même une forme d'être un peu assagi. Ouais, je sais pas, mais non, c'est moins la fête tout le temps, moins la défonce tout, tu vois, comme ça a pu l'être. C'est vrai. Déjà, j'ai changé d'environnement et puis j'ai grandi aussi, quoi, tu vois. Ouais. J'essaie de me lever plus tôt le matin. Je sais que t'es un gars qui te lève très tôt, toi, tu vois. Donc ouais, j'essaye d'avoir. J'ai plus le style de vie que j'avais il y a 5-6 ans. Est-ce que ça te manque des fois? Ce style-là, la ville. Avec le côté destructeur, mais aussi le côté euphorisant. Ouais, parce que il y a pas que le côté destructeur, tu vois, c'était aussi très cool. Bien sûr. Ça me manque oui et non, parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, je suis aussi DJ, donc ça m'arrive encore d'être en club mais c'est différent, quoi. Donc, j'aime toujours sortir de temps en temps, mais non, ça me manque pas vraiment, en tout cas. J'ai pas, j'ai pas de FOMO par rapport à ça, tu vois. C'est une période qui a été ce qu'elle était et j'en garde de bons souvenirs et aujourd'hui je sais que j'avais gardé quelques mauvaises habitudes liées à cette période. Aujourd'hui, j'en suis à un point où genre j'ai envie de même, tu vois, d'arrêter ces trucs-là, même avec la drogue par exemple et tout, tu vois. Moi j'en parle ouvertement dans mes morceaux et tout, j'ai pas de tabou avec ça, tu vois. Mais ouais, je suis moins dans un style de vie qui est propice à ça dans tous les cas. Donc ouais. Ça, j'ai toujours fait de la musique en m'amusant aussi, donc à voir, tu vois, là, In Love, c'était quand même, voilà, Mad Love, pardon, ça a été fait quand même de nuit, dans une ambiance quand même plutôt festive, équipe réduite, tu vois, à voir sur les prochains morceaux, comment... Moi, je trouve que, tu vois, c'est vrai, c'est intéressant. Une nuit avec un bon gars, même In Love, il y a un truc, nocturne, fête, tu vois. Et là, je trouve qu'il y a, tu vois, je veux pas... Mais pour moi, là, c'est plus barbecue... Fin d'après-midi, apéro, tu vois, verre de rosé, Coca-Cola, tu vois, pour moi on est plus, tu vois, et c'est chill aussi, tu vois, et c'est peut-être l'évolution du player en fait, tu vois, peut-être, tu vois, moi c'est un peu comme ça que je vois l'évolution artistique sur cet album-là, en tout cas, peut-être que tu vas faire un projet après de fête parce que tu auras envie de le faire, mais en tout cas, c'est sur les 3 projets, c'est comme ça que je lis un peu les choses. C'est vrai qu'Une nuit avec un bon gamin, c'est un peu l'euphorie de la fête. In Love, t'as peut-être le côté un peu plus sombre et gueule de bois un peu. Ouais, un peu gueule de bois, c'est ça. Même si ça devient un peu plus solaire à la fin de l'album. Et là, je pense qu'il y a un truc plus solaire de manière générale, même si il y a des morceaux, comme tu dis, un peu plus introspectifs, comme Rien que la vérité. Tout à fait. Voilà, des morceaux comme ça où je vais chercher peut-être un peu plus loin, où c'est pas. Mais comme tu dis, peut-être que la fête maintenant, elle est un peu plus jeune daron, tu vois, que je suis en train de devenir. Et ouais, faut embrasser. Enfin, c'est l'évolution de la vie d'un homme, tu vois. D'ailleurs, tu dis, toujours jeune, je prends de l'âge. Ouais. Même John Elfi disait jeune, c'est une mentalité. Est-ce que tu vois, avec le temps qui passe, le fait de devenir un homme, avec tout ce que ça peut impliquer, un adulte, est-ce que tu te sens encore jeune? Est-ce que c'est dur de rester jeune? Tu vois? Je me sens clairement encore jeune dans ma tête, tu vois. Par contre, je pense que ces 2 dernières années, je pense que dans ma tête, il y a eu une transition, du passage de la trentaine, tu vois, où je savais pas vraiment comment je le vivais, mais je sens que je suis dans une période de transition par rapport à ça, tu vois, où je me dis que mes années de vingtaine, elles sont derrière moi, tu vois, et en fait, je le vis assez bien aujourd'hui. Ça a été peut-être un peu difficile à des moments, voilà, je veux pas rentrer dans les détails, tu vois, mais aujourd'hui je suis hyper heureux d'arriver avec un nouvel album.
de jouer en concert là à Paris bientôt le 16 juin et voilà, je suis pas encore daron comme tu dis, mais c'est des choses auxquelles je pense, tu vois. Ouais. Et je suis prêt. Je suis prêt. Et comme tu dis, toujours jeune, je prends de l'âge. Je pense que c'est ça la mentalité. C'est la mentale. Voilà. C'est quoi? C'est Youssoupha qui disait rester jeune le plus tard possible, je crois, un truc comme ça. Enfin, il fait un truc genre, tu sais, c'était une mentalité de rester jeune, quoi, en fait. Tu vois, c'est accepter de prendre l'âge, mais dans l'esprit, en tout cas. Rester curieux. Pour moi, la jeunesse, c'est ça aussi, c'est rester curieux. Bien sûr, tu vois. Complètement. Donc, merci Lovni. Merci à toi. Bravo pour l'invitation. Ce nouveau projet. Merci, ça fait plaisir, mon gars. Qui, je crois, est ton meilleur. Hein. Franchement, je pense aussi. Je crois que c'est ton meilleur. Hein. Bon, bravo en tout cas. Ouais, merci mec. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.